allez, sans plus tarder, on va commencer par la table ronde copropriété. Avec quelle aide mobilisable? Je vais tout de suite appeler qui vont me rejoindre. Donc, Frédéric Delomo. Bonjour Frédéric. Sébastien Caté-Wagner et Yannick Pache. Voilà, me rejoignez-moi tous les trois. Vous avez normalement deux micros. Il faut l'allumer. Voilà, les micros. Vous allez vous les partager. On peut avoir un troisième micro si vous voulez, mais ça va aller. Vous allez pouvoir Vous avez réussi à le démarrer. Peut-être qu'on peut commencer par un petit tour de table de présentation. Ravi de vous avoir avec nous. Voilà, Frédéric, pour te présenter en deux mots. Hein, Oui, alors Frédéric Delomo, je suis directeur Habitat et Rénovation au sein de l'Agence parisienne du climat, espace France Rénov de Paris. Sébastien Caté-Wagner, je suis directeur du programme des copropriétés en difficulté et fragiles à l'ANA. Et puis donc Yannick Page, responsable du bureau de la réhabilitation et des évaluations économiques à la DHUP, Direction de l'habitat, urbanisme et paysage. Voilà, on vous a, c'est super, et on a préparé donc cette table ronde. Peut-être on peut commencer avec vous, Yannick. On est tous face aux écrans. Vous avez un écran de retour. On ne peut pas s'empêcher de regarder ces écrans de retour. Peut-être commencer par aussi faire un petit rappel réglementaire sur la loi climat résilience. Où est-ce qu'on en est, puisque aujourd'hui on parle de nouvelles obligations et accompagnement. Oui, tout à fait. Donc, la loi climat et résilience a été promulguée en août 2021. Donc, elle a mis en place de nouvelles obligations. Elle a rénové effectivement les obligations qui existaient auparavant. Alors, déjà pour les ménages, tous les ménages, donc le diagnostic de performance énergétique désormais est basé sur un niveau de performance énergétique, mais également de performance environnementale, prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est assez nouveau avec une classe de DPE AAG qui dépend effectivement des émissions de carbone également. Donc, ça permet effectivement d'intégrer une nouvelle dimension. Par ailleurs, donc, la méthode est désormais, donc, il y a eu un petit épisode au mois d'octobre dernier, mais fiabilisée en tous les cas, pour le DPE individuel et pour le DPE collectif. Et il va y avoir une obligation de réalisation de diagnostics de performance énergétique pour les bâtiments collectifs. Donc, d'ici le 1er janvier 2024 pour les copros de plus de 200 lots, 1er janvier 2025 pour les copros qui comprennent entre 51 et 200 lots, les lots à usage de logement, bureaux et commerce. Et puis, d'ici le 1er janvier 2026 pour les copropriétés d'au plus 50 lots. Donc, l'idée, effectivement, pour ces copros, ces bâtiments construits avant le 1er janvier 2013, d'avoir effectivement une vision fiabilisée de leur performance énergétique et environnementale réelle. Il n'y aura plus de DPE facture possible. Et puis derrière, effectivement, il y aura des obligations d'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux. Donc là, à partir de 2023 pour les copros de plus de 200 lots, 2024 pour les copros entre 51 et 200 lots et 2025 pour les copros de moins de 50 lots. L'idée, effectivement, alors c'est l'obligation d'élaborer un plan pluriannuel de travaux. Il n'y a pas l'obligation pour autant de le voter derrière, puisqu'il y a la question de la limite de l'équilibre que le pouvoir législatif a dû prendre en compte entre le droit de propriété et l'obligation, effectivement, d'être plus vertueux en matière énergétique. Mais donc, effectivement, assez vite, les copropriétés vont devoir s'engager dans la réalisation de DPE collectifs, de plans pluriannuels de travaux. Et donc, effectivement, la DHUP est dans la rédaction des textes d'application de ces dispositions. Alors, on est plusieurs sous-directions à être concernées. Je suis la sous-direction qualité de la construction. Mais donc, on est en train de préparer ces textes et d'ailleurs de les soumettre à concertation. Vous avez sans doute pu en voir certains sur les compétences, notamment à réaliser pour les plans pluriannuels de travaux. Il y a un décret qui est en cours de consultation actuellement. Voilà ce que je peux dire aussi. Oui, la loi climat résilience avait prévu des obligations effectivement en matière d'accompagnement pour un certain nombre de travaux. Mon collègue de l'ANA va les préciser ensuite. Et c'est vrai qu'elle concerne plus effectivement les gestes individuels, lorsqu'il y a au moins 2 gestes ou une rénovation globale et plutôt pour les monopropriétés ou les maisons individuelles. Mais en tout cas, donc, il y a un dispositif effectivement qui se met en place aussi là-dessus. Donc, je ne vais pas, vu que le collègue va en parler juste après, je ne vais peut-être pas trop. Mais oui. Oui, on va y revenir. Alors peut-être, à moins que vous vouliez dire autre chose, Yannick.
Non, mais c'est vraiment le cadrage un peu global. Dire peut-être un petit mot aussi que l'audit énergétique en copropriété, pour la peine, disparaît. C'est-à-dire qu'on Ah oui, parle du DPE collectif. Donc là, DPE collectif devient obligatoire. Mais l'audit énergétique était obligatoire pour les copros de plus de 50 lots, donc qui avait été lancé en 2012, qui devait être fait d'ici 2016 d'ailleurs. Donc, pour le coup, disparaît et est abrogé. L'audit qui reste, c'est vraiment pour la vente des maisons individuelles FG, enfin les maisons individuelles et les logements, enfin les immeubles en monopropriété FG, donc à partir de septembre 2022. Mais là, c'est vraiment un autre contexte que la copropriété qui était l'objet principal aujourd'hui. oui, l'audit en tant que réglementation disparaît, mais on continuera à faire des audits en copropriété. On pourra, enfin, l'idée est plutôt de faire des plans pluriels de travaux. Oui. On pourra continuer pour l'instant à faire des audits en copropriété, parce que ma prime rénov en finance encore. Mais l'idée, c'est effectivement plutôt d'aller vers le plan pluriel de travaux, qui est vraiment un outil global qui permet de travailler vers la sécurité, la rénovation énergétique. Enfin, il y a 4 thématiques. Là, j'avoue que je ne les redis pas de façon complète, mais 4 thématiques effectivement que le plan pluriel de travaux devra couvrir. Voilà, et l'audit ne sera plus l'instrument essentiel pour la copropriété. Ouais. Pour passer la parole donc à Sébastien Caté-Wagner pour l'ANA, donc si on regarde là maintenant sur l'application, et on parlait tout à l'heure de ma prime rénov, où est-ce qu'on en est, comment ça a été déployé, parce que d'ailleurs on avait fait une conférence il y a un an à peu près sur ce sujet, comment ça a été déployé et quels sont les résultats, un peu un retour d'expérience. Ok. Tout d'abord, un peu de hauteur sur les aides de l'ANA et sur ce qui se passe. On a un respect, un engagement à tenir qui sont les accords de Paris à ce que le bâtiment d'ici 2050 soit économe en énergie. C'est un objectif qui est quand même très ambitieux. Et vous voyez bien entre ce que disait mon confrère de la DHUP et moi, ce que je vais vous présenter, on doit mêler les deux, à la fois la carotte, qui est la subvention, l'accompagnement des copropriétaires dans leur projet de rénovation énergétique, mais en même temps le bâton, hélas, pour, on va dire, un peu forcer, mettre un timing pour les copropriétés pour pouvoir tenir l'accord de Paris. On dirait que c'est un peu brutal, mais par exemple, les diagnostics ascenseurs, ça a permis la mise aux normes des ascenseurs assez fortement, parce que je rappelle que dans les années 90, beaucoup d'ascenseurs se sont effondrés, on a eu des décès. C'est aussi les problématiques de sécurité incendie. Et il faut donc mêler vraiment la carotte et le bâton pour faire avancer le champ des copropriétés, parce que si vous êtes copropriétaire, vous savez bien que chacun a ses envies, ses goûts et ses votes de travaux, et donc c'est assez compliqué. Donc il faut mêler les deux à chaque fois, l'incitatif et le coercitif. Au niveau bilan de MPR copropriété, donc, qui a commencé au 1er janvier de l'année dernière. Donc, on est à peu près à 220 copropriétés qui se sont engagées dans le dossier. C'est presque 20 000 logements qui sont subventionnés par l'ANA. Donc, petit rappel, en 2017, le budget de l'ANA sur les copropriétés, c'était 40 millions d'euros. Cette année, c'est 200 millions d'euros. Donc, on est vraiment dans un cap qui s'est passé, en tout cas en aide de copropriété. Et en stock, ce qu'on appelle du stock, c'est en tout cas que les copropriétés qui ont commencé à déposer des dossiers, à s'inscrire sur le site MPA, donc monprojetana.gouv.fr. Ça concerne à peu près 25 000 logements qui sont en stock, donc qui sont prêts à bientôt partir en rénovation énergétique. Je rappelle rapidement MPR copropriété, mais je pense que, comme on le dit à la terre entière, comment ça marche, c'est une aide au syndicat des copropriétaires, donc à l'ensemble de tous les copropriétaires. C'est une aide à 25% plus différentes primes selon sortie de passoire, sortie de BBC et une prime individuelle à destination des PO modestes, très modestes. Et ce qui est important dans MPR copropriété, c'est qu'on oblige un accompagnateur, une assistance à maîtrise d'ouvrage qu'on appelle ANA, mais en fait un accompagnateur qui en fait est le tiers de confiance pour la copropriété et qui arrive à faire passer la copropriété d'une gestion courante, c'est-à-dire je vote mon budget annuel, je fais des petits travaux, à une gestion de projet pour passer à une rénovation globale de la copropriété, parce que je rappelle qu'on exige un gain énergétique de 35%. Sébastien, c'est-à-dire cet accompagnateur, on l'imagine aujourd'hui dans la durée aussi sur la copropriété. Est-ce que donc est-ce qu'il va rester plusieurs années, un peu comme le médecin de famille de la copropriété vis-à-vis de la rénovation énergétique? Il fut un temps où les architectes étaient un peu déjà les médecins de la copropriété, où toutes les copropriétés avaient leur architecte de famille ou d'habitude, où l'architecte tous les ans allait faire un tour dans la copropriété et disait ce qui allait. Là, l'accompagnateur, là, c'est sur la rénovation énergétique, il est présent des années. En fait, quand il signe un contrat avec la copropriété, c'est 2-3 ans qui sont derrière le temps de réalisation de travaux, des plans de financement, etc. Donc, c'est quelque chose quand même qui se fait sur un temps long. Et on a la chance d'avoir le réseau France Rénov ex-FER, donc avec l'APC pour la ville de Paris, qui est là du début à la fin du premier conseil
jusqu'à la réalisation des travaux. Donc, il faut se féliciter d'avoir un réseau très important. Et je crois que vous m'aviez posé la question, est-ce qu'on a des problématiques d'assistance à maîtrise d'ouvrage à l'échelle du territoire? Dans les zones, on va dire, tendues, donc dans les grandes métropoles, je n'ai pas cette problématique. Par contre, j'ai quelques soucis en territoires plus ruraux où les copropriétés se font rares, on va dire, et donc on n'a pas encore d'assistance à maîtrise d'ouvrage spécifique à la copropriété, parce que c'est un métier. En fait, d'accompagner une copropriété, ce n'est pas comme la maison individuelle, il faut vraiment avoir ce métier. Et ça me permet de venir sur le décret Mon accompagnateur rénove, qui est en cours de mise en place, on va dire, en tout cas de réflexion au niveau des ministères. Il ne concernera pas les copropriétés. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'assistance à maîtrise d'ouvrage qu'on a mise en place côté ANA depuis 2017, en fait, fonctionne. Et donc, on se laisse le temps côté copropriété à rester sur de l'AMO classique avec nos opérateurs dits classiques et les nouveaux qui sont arrivés dans le marché qui permettent en fait de faire vraiment ce travail de terrain qui est à la fois technique, accompagnement technique de la copropriété, de conseil auprès des copropriétaires et aussi accompagnement un peu social, parce que dans une copropriété, vous pouvez avoir des ménages riches comme des ménages peu aisés qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement et de trouver d'autres aides. Et enfin, l'accompagnement financier, parce qu'on est l'ANA, donc on demande un dossier de subvention et qu'on peut être complexe vis-à-vis des copropriétés. Oui, donc effectivement, ça c'est une nouvelle. On avait un doute là-dessus sur mon accompagnateur rénove. C'est ça le mot. On se disait, non, donc ça ne sera pas en copropriété. En copropriété, on va garder le dispositif AMO tel qu'il existe aujourd'hui. Alors, pour continuer peut-être ce premier tour de table ce qu'on détaille, c'est Frédéric. Donc, finalement, vous êtes donc réseau fer, mais donc finalement, les termes changent aussi. Mais en tout cas, c'est vous qui, à l'APC, qui êtes le bras armé, qui est réalisé finalement. Oui, c'est ça. Alors, comment on va vous expliquer ça simplement? L'Agence locale de l'énergie du climat, l'APC, est une agence locale de l'énergie du climat pour Paris. Ça fait 10 ans qu'on existe et une partie de notre activité, c'est de conseiller, de sensibiliser et d'accompagner les habitants de notre territoire, donc les Parisiennes et Parisiens, sur les sujets de rénovation énergétique. Donc, si vous êtes copropriétaire à Paris, vous contactez l'Agence parisienne du climat et on va vous proposer, répondre à vos questions tout simplement pour vous aider à avancer dans votre projet. Tout ce qu'on fait est gratuit car financé par les pouvoirs publics. Donc, on est ce qu'on appelle un espace France Rénove, comme il y en a maintenant partout en France. Alors, vous avez peut-être entendu parler d'anciennes dénominations. Il y a quelques années, on était ce qu'on appelait un espace info-énergie. Après, on est devenu un point rénovation info-service. Après, on est devenu un espace fer. Et maintenant, on s'appelle espace France Rénove. Toutes ces étiquettes-là, c'est la même chose sur le terrain. C'est pour Paris, l'Agence parisienne du climat. Les services qu'on rend sur Paris sont très orientés sur la copropriété parce que, un peu comme l'expliquait Sébastien, on est dans un territoire très urbain. Donc, la copropriété, ça nous connaît vraiment dans le détail. On connaît à peu près un peu plus de 10% du parc de copropriété dont on a le numéro de téléphone et c'est vraiment notre quotidien. On a des collègues qui font la même chose que nous sur tout le Grand Paris et qui sont notamment réunis dans le cadre d'un réseau qui s'appelle Coach CoPro. Alors, pour prendre contact avec nous, c'est très facile. Soit vous nous envoyez un mail, info-conseil@apc-paris.com et on vous répond. Soit vous allez sur notre site internet et vous prenez rendez-vous téléphonique. Et si vous êtes copropriétaire, vous pouvez aussi directement aller vous inscrire sur coachcopro.com. Et là, vous vous inscrivez et on vous recontacte. Et après ça, on vous aide à avancer dans votre projet. Et peu importe d'où vous en êtes. C'est-à-dire que pour certaines copropriétés, elles savent déjà qu'il y a un chantier engagé parce qu'il y a une injonction de ravalement qui traîne depuis quelques années, parce qu'il y a des risques de bout de façade qui commencent à être très très moches ou à être prêts à tomber. Donc là, dans ce cas-là, on va aller très vite sur un projet. Pour d'autres, ce n'est pas encore certain. Il y a besoin d'échanger au sein de la copropriété. Peut-être qu'en tant que copropriétaire, vous êtes un peu seul sur ces sujets-là. Et donc là, nous, on va vous aider à faire les premières marches de l'escalier pour notamment engager cette phase de diagnostic préopérationnel qu'on peut appeler DPE collectif, qu'on peut appeler DTG. Je ne rentre pas dans le jargon et on le fera après. Mais voilà, on va vous aider à avancer à chaque étape. Et puis, bien évidemment, il y a une question liée au financement. À chaque étape, parce que évidemment pour faire les travaux, ça ne se fait pas avec les copropriétaires directement, on ne fait pas de l'auto-rénovation en copropriété, donc il faut faire appel à des entreprises. Et donc nous, ces entreprises-là, on les connaît, on les référence et on s'est orienté vers les entreprises, tout en vous laissant, vous, copropriétaires, libre évidemment des choix d'entreprise que vous faites. Nous, on est là pour guider votre choix, mais on n'est pas pour faire les choix à votre place. Voilà un peu pour le métier. J'étais un peu long là-dessus, mais ça me semblait utile de rappeler à quoi on peut être utile.
Peut-être un mot sur les tendances et pour un peu réagir. Bien sûr, Frédéric. Alors déjà, je pense que c'est important de dire qu'on n'a jamais eu autant de demandes de copropriétaires que l'année passée. L'année passée, on a eu plus de 550 copropriétés qui sont signalées auprès de l'Agence parisienne du climat. C'est quoi la taille moyenne d'une copro qui vient vous demander Alors, la copro de moyenne à Paris, l'accompagner? c'est 24 logements. Celles Ouais. qui viennent nous chercher sont un peu plus grandes, autour de 35, 40 Ouais. logements. Mais après, c'est très varié. On a aussi bien des gros morceaux de 500 lots que des toutes petites copropriétés. Et d'ailleurs, on a travaillé avec la Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris aussi à rendre les subventions peut-être proportionnellement plus intéressantes pour les petites copropriétés, pour qui on sait que c'est plus compliqué de se lancer parce que faire appel à un architecte, le coût de l'architecte est le même, sauf qu'on le divise par 5 lots à la place de le diviser par 200 lots, et donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Donc, si vous êtes petite copropriété, vous êtes aussi concerné et on peut vous aider à avancer. Oui, donc je t'ai coupé là sur les volumes, sur la montée en puissance de. Oui, donc clairement un volume beaucoup plus important de copropriétés qui sont venues à nous. Donc c'est plutôt très bon signe. Alors après, si vous voulez prendre un premier rendez-vous, je vous encouragerais à le faire relativement tôt parce qu'aujourd'hui, pour un premier rendez-vous, c'est un mois d'attente quand même. Donc évidemment, c'est aussi ça la petite difficulté. Mais voilà, donc une tendance qui est vraiment très favorable. Et puis, alors pourquoi elle est favorable? D'une part parce qu'on a quand même des systèmes de subvention qui sont quand même beaucoup plus simples que ce qu'ils étaient il y a quelques temps et qui sont aussi sans doute mieux organisés, enfin qui répondent mieux aux besoins des copropriétaires. Cette aide collective nous semble plutôt très positive. Donc en ce moment, on est plutôt dans une période faste de subvention. En même temps que je dis ça, en copropriété, on ne décide pas de travaux en un claquement de doigts, ça prend du temps, ça prend plusieurs mois, ça prend plusieurs années. Et donc, on peut aussi raisonnablement se dire que si vous, copropriété, vous avez un projet qui n'est pas encore tout à fait finalisé, les aides auront changé entre le moment où vous allez être en contact avec nous et le moment où on verra les subventions disponibles. Donc, le message, c'est prenez contact relativement tôt avec l'espace France Rénov' pour vous aider à avancer sur les premières étapes. Et après, ça vous permet aussi d'être au courant de façon très précise des systèmes d'aide quand ils sont amenés à évoluer. Oui, parce qu'une fois que vous avez accompagné une copropriété, quand elle passe entre les mains de l'architecte, du bureau d'études et des entreprises, le projet, elles sont mûres pour avancer. Donc, c'est une phase de maturation qui est nécessaire et qui prend du temps. Je voulais rebondir sur les aides, les DPE. Alors, mais peut-être vous voulez dire autre chose, Yannick. Oui, je voulais réagir aux propos de Sébastien. Effectivement, il y a un élément important aussi, c'est la mise en place des obligations de décence énergétique. Donc là, effectivement, c'est aussi un moteur pour la réalisation de travaux de rénovation, ce qui peut expliquer effectivement aussi, et c'est très bien effectivement que les propriétaires, les copropriétaires se lancent effectivement dans des réflexions sur la réalisation de travaux. Donc, on a un échéancier assez serré qui a été défini par la loi Climat Résilience. Donc déjà à partir du mois d'août 2022 pour les logements du parc privé, uniquement les logements du parc locatif privé par contre, mais il ne sera plus possible de réviser les loyers des logements FG. Donc c'est vrai pour tous les logements, mais y compris dans les copropriétés. Et également, ça c'est août 2022. Oui, c'est demain. Hein. Un an après la promulgation de la loi. Donc ça sera effectivement dans une échéance assez courte. Et puis, ça c'est pour les FG. Donc ça concerne quel pourcentage des bâtiments aujourd'hui? Les chiffres les plus récents datent de septembre 2020 avec l'ancien diagnostic de performance énergétique. On était à 4,8 millions de passoires FG. Aujourd'hui, il y a un travail de réestimation qui est en cours. Les professionnels de l'immobilier le savent. Il y a eu des réunions avec notre ministre à l'automne. Il y en aura d'autres par la suite, effectivement, pour discuter de ce nombre de passoires. Le nouveau DPE semble être un peu plus, même si on l'a revu, un peu plus exigeant. Ça donne quoi? Ça donne 20% des logements à peu près qui sont… Non, c'est pas… là, on était à 17%. Oui, les chiffres sont en cours de consolidation. Voilà, mais on n'est peut-être pas très loin, oui, autour des 20%, effectivement, sur lequel il ne pourra pas y avoir de révision des loyers. Révision des loyers, donc pas possible, effectivement. Et puis, par ailleurs, une obligation de décence, c'est-à-dire que ces logements ne seront plus considérés comme décents selon un calendrier progressif. Donc 2025 pour les G et puis 2028 pour les F. Donc il y a une obligation effectivement de rénovation si les propriétaires veulent que leur logement reste décent et donc au titre de la loi du 6 juillet 89 être mis en location. Oui, Frédéric? Oui, ça c'est un message important aussi à retenir et dont on observe les conséquences déjà sur le terrain. Aujourd'hui, l'année dernière, on avait encore très peu de contacts avec des propriétaires bailleurs qui venaient nous parler de rénovation énergétique.
Pour eux, ce n'était pas du tout une évidence. Ça a vraiment très fortement bougé en quelques mois. Et aujourd'hui, on a une part, ce n'est pas la majorité encore, mais on a quand même une part très conséquente de propriétaires bailleurs qui commencent à s'inquiéter de la mise en location de leurs biens. Ça a une conséquence importante pour les copropriétés et les membres du conseil syndical. C'est-à-dire que souvent, les projets de copropriété sont portés par des membres du conseil syndical qui sont très souvent des propriétaires occupants. Donc, vous habitez dans votre résidence et vous portez un projet, et puis vous allez soumettre ce projet au vote de l'Assemblée générale. Et bien souvent, il faut le constater, les propriétaires bailleurs ont plutôt tendance à être un peu absents et plutôt être contre les décisions. Là, avec cette évolution de la réglementation, ça va tout changer. Si vous allez avoir des propriétaires bailleurs qui risquent d'être très partants pour mettre l'investissement qu'il faut sur la rénovation énergétique, même s'ils n'en profitent pas dans le confort de leur logement parce qu'ils n'y habitent pas, mais ils risquent de se retrouver dans une situation de ne plus pouvoir mettre en location leurs biens. Donc, c'est tout le modèle de leur investissement qui s'effondre dans ce cadre-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très favorable, je pense, pour les projets que vous portez dans les copropriétés. Oui. Sébastien, on parlait des aides tout à l'heure. Si j'ai bien retenu les chiffres, c'est 40 millions d'euros il y a 2 ans, 200 millions d'euros cette année. Ou l'année dernière. Et là, est-ce qu'aujourd'hui, en termes d'aide, je parle les budgets de l'ANA en financement, est-ce que ça va continuer à progresser? Parce que là, je vais vous amener sur un sujet qui est effectivement, on voit face à la crise aujourd'hui et la guerre qui est à côté de chez nous, les enjeux énergétiques qu'il y a, ça remet j'irais plus qu'au goût du jour ces sujets de rénovation énergétique, d'efficacité énergétique vis-à-vis des coûts de l'énergie. D'ailleurs, je discutais avec le patron du restaurant qui me disait, moi j'ai une maison en RE qui était en 2012, RT 2012, et je dépense 500 € tous les 2 mois d'énergie, ce qui est colossal, y compris sur des maisons qui sont récentes et nouvelles. Donc, on imagine dans des logements qui ne sont pas rénovés les coûts de l'énergie. Et donc, ma question est la suivante. Est-ce que du coup, vos financements vont aller en forte croissance l'année prochaine, cette année, pour répondre aux besoins et d'être plus indépendant au niveau énergétique? Alors, j'aimerais bien répondre à cette question, mais ça va m'y être difficile puisque toutes nos aides s'arrêtent normalement au 31 décembre 2022, puisqu'on laisse le nouveau gouvernement et les nouveaux ministres décider en fait, de l'avenir de nos dispositifs. Et donc, il y aura une décision qui sera faite après les élections. Hein. Mais après, pour un peu redonner de la confiance, hein, je vous ai parlé des accords de Paris. On est face aujourd'hui à une crise énergétique qui est assez forte. Je ne pense pas, dans ma conviction personnelle, qu'on va arrêter les aides. Et comme je vous disais, il faut bien mêler la carotte et le bâton. Le bâton est bien présent avec les propriétaires d'ailleurs que vous avez bien dit. Il faut bien aussi la carotte pour mener tout le monde en fait vers cette rénovation énergétique globale du bâtiment. Donc moi, je suis intimement persuadé que ça va continuer. Après, je ne pourrais pas vous dire les montants, je ne pourrais pas vous dire la politique qu'il y a derrière, parce que ça sera au rôle du futur ou de la future ministre de lancer ces nouveaux dispositifs. Oui. Quand on regarde, Yannick, sur les dispositifs, j'ai l'impression qu'il y a quand même encore un maquis pour les copropriétaires là, qui sont avec nous et ceux qui nous regardent. On parlait DPE, on parle DTG, on parle plus d'audit énergétique et donc plan pluriannuel de travaux. Aujourd'hui, le copropriétaire qui a commencé certaines choses, certaines obligations à remplir, pardon, qui a commencé à remplir certaines obligations, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit tout de suite aller faire un plan pluriannuel de travaux? Alors, déjà, le copropriétaire ne va pas faire le plan pluriannuel de travaux tout seul. Par contre, effectivement, le copropriétaire qui serait concerné par un logement de classe F et G a volontiers intérêt à effectivement réfléchir, convaincre les membres du conseil syndical à réaliser un DPE collectif pour avoir une vision globalement de l'étiquette sur l'ensemble du bâtiment. La méthodologie ne sera pas exactement la même que celle du DPE individuel, il faut le savoir. Là, il y a des expérimentations qui ont été faites justement, qui fait qu'il peut y avoir une étiquette un peu différente que le logement pourrait reprendre. Donc, c'est un premier point. Et puis ensuite, effectivement, si le logement reste F ou G, convaincre les collègues de son conseil syndical à lancer peut-être en avance de phase, puisqu'on l'a vu, le plan pluriannuel de travaux n'est obligatoire qu'à partir de 2024, 2025, enfin de 2023, 2024, 2025, selon la taille des copropriétés. Il peut y avoir un intérêt effectivement à engager la réflexion dès à présent pour que les travaux puissent être votés. On l'a vu, le temps de la copropriété est un temps assez long quand même. Oui, ceux qui seront les pénalisés les premiers, c'est plutôt les grosses copros
qui sont F et G, mais ou tout le monde? Pénalisés, enfin en tout cas concernés. Concernés, parce qu'en l'occurrence, je crois que derrière, les copros ne seront pas pénalisés, puisqu'on va leur permettre de faire des travaux qui leur permettront de faire des économies d'énergie. On l'évoquait tout à l'heure par rapport à des factures de gaz qui peuvent être conséquentes. On a un bouclier tarifaire, pour le coup, qui a été mis en place par le gouvernement à l'automne dernier, qui a été étendu pour les logements sociaux, pour les copropriétés il y a quelques semaines. Donc, le temps que ça se mette concrètement en place, il y aura des régularisations faites. Mais voilà, derrière, il y aura des factures énergétiques moins fortes pour les copropriétaires. Donc, je pense qu'ils auront tous à y gagner. Oui. Est-ce que la sortie du gaz, est-ce qu'on peut en parler ou pas? Est-ce qu'on pense qu'on va sortir du gaz parce qu'on voit aussi qu'il y a des enjeux sur le… J'entendais ce matin d'ailleurs à la radio sur le biométhane. Je crois que la production de biométhane, je pensais que c'était beaucoup plus que ça. C'est 1% aujourd'hui en France, donc ça reste quand même relativement faible. Et puis ça reste une industrie. Hein. C'est que derrière, une fois qu'on produit, il faut mettre des tuyaux, il faut transporter. Bon, on sait que c'est toute une industrie à mettre en œuvre. Qu'est-ce qui va advenir du gaz en France? Est-ce qu'on a des infos là-dessus? Bon, il y a des arbitrages politiques, en tout cas, qui ont déjà été pris pour la réglementation environnementale 2020, qui vise progressivement pour les logements neufs à sortir, enfin pour les maisons individuelles, c'est déjà le cas depuis 2022, sortir du gaz, dans l'idée qu'effectivement, de toute façon, c'est une énergie, quelle que soit sa provenance. Hein, c'est vrai que qui est émettrice de gaz à effet de serre, donc qui contribue au réchauffement climatique. Donc, ce n'est pas vraiment notre objectif de continuer à l'utiliser. Donc, à partir de 2022, depuis 2022, pour les maisons individuelles, on ne peut plus utiliser le gaz. Pour les immeubles collectifs, ce sera à partir de 2025. Donc, il y a déjà eu cet arbitrage politique-là. Et bon, pour ce que j'ai pu entendre, mais là, il y aura des annonces demain après-midi, a priori, par le Premier ministre, mais quelques annonces qui vont anticiper effectivement ce changement de gouvernement, mais parce que ce sont des mesures qui seront cohérentes et coordonnées au niveau européen. Effectivement, des mesures dès à présent pour encourager en tout cas la sortie du gaz, favoriser un nouveau vecteur énergétique. Oui. Sébastien, oui. Oui, surtout qu'un gros travail qui a été fait ces dernières années par l'ANA, en tout cas avec tout son réseau, c'était déjà de sortir les copropriétés du fioul. Parce qu'on avait quand même pas mal de copropriétés du fioul et c'était la grosse problématique. Il en reste encore un petit millier en France, donc il faut qu'on s'en occupe. Et, un million de copropriétés? Un millier. Un millier. Un millier. Non, ne dites pas un million quand même. Il n'y a que 700 000 copropriétés en France, donc là, j'exagérais au niveau chiffre là-dessus. Donc, c'était déjà la sortie du fuel et le plus souvent, la solution qui était la plus rentable, on va dire économiquement pour les copropriétés, c'était de passer au gaz. Et ce qui se passe aujourd'hui à Paris, par exemple, les sorties de fuel, c'est le sortie gaz. Et on ne peut pas dire à ces copropriétés qui ont investi lourdement dans le gaz, en fait, en 2025, en 2027, vous arrêtez. Il y a un plan, on va dire, de long terme qui doit se mettre en place avec petit à petit de trouver des nouvelles sources d'énergie. Donc, ça peut être le chauffage urbain, qui est vraiment un vecteur très important parce que c'est lui qui est le plus écologique, en tout cas dans les territoires. Et si je dois rester en Île-de-France, par exemple, avec Est Ensemble, qui crée un réseau de géothermie à l'échelle de son territoire, donc qui va être très intéressant pour les copropriétés à l'avenir. Le CPCU de la ville de Paris aussi, qui est très intéressant là-dessus. Et vous avez raison, il y a le biométhane. Ça peut être aussi, quand on est une petite copropriété, et c'est celle qui a gagné le prix l'année dernière, des trophées de l'APC, le 50 Georges Jaurès, voilà, qui a mis une pompe à chaleur collective au niveau de la copropriété. Donc, il y a plusieurs solutions, mais là, on ne peut pas vous dire quelle est la meilleure solution parce que tout dépend de votre copropriété, où elle est située, dans quel réseau elle est. Parce que je vous dis aujourd'hui, réseau de chaleur urbain, est-ce que votre copropriété est à côté d'un réseau de chaleur urbain? Aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre. C'est plutôt quelque chose qui se règle au niveau local. Et c'est pour ça que les agences France Rénov' et dont APC est là pour mieux conseiller les copropriétés et copropriétaires. Oui. En termes, Frédéric, oui, peut-être un complément là-dessus. Non, mais oui, un tout petit complément juste pour partager ma surprise renouvelée à chaque fois quand on parle de ces sujets-là, c'est encore de se poser la question de avec quelle énergie on raccorde. Je pense notamment à toute la construction neuve. L'exemple que tu donnais, Xavier, est quand même un exemple très représentatif, quoi. Je construis avec une RT 2012 et je paye encore 500 € d'énergie par mois, c'est ça? Tous les 2 mois. Tous les 2 mois. Enfin, ça fait plusieurs décennies qu'on parle de construction passive. Moi, je suis toujours surpris qu'encore aujourd'hui, quand on construit, on se pose la question de consommation de chauffage, parce qu'on sait construire passif et c'est des solutions qui existent et qui pourraient être tout à fait généralisées. Et malheureusement, on a une réglementation environnementale 2020, donc la nouvelle réglementation qui s'applique à la construction neuve, qui n'est pas encore à un niveau passif. Donc ça, c'est quelque chose qui me surprend beaucoup. Et enfin, je crois que le chiffre, c'est de dire qu'il y a 1% du parc de logement qui se renouvelle par an.
Si on était à ce niveau passif depuis qu'on sait le faire, c'est-à-dire au moins 20 ans, et il y a 20 ans, on le faisait réellement déjà, hein, ça ferait déjà 20% du parc qui ne consomme pas de chauffage, et on en est très très loin. Donc là, je pense qu'il y a vraiment, enfin là, la situation qu'on voit sur le terrain et cette augmentation du prix de l'énergie, on se prend en face des non-décisions qui ont été prises sur les filières depuis plusieurs décennies. Donc il est grand temps de se réveiller. Après, sur la rénovation, évidemment, c'est plus compliqué parce qu'on a un immeuble qui est déjà là, et il va falloir faire au mieux possible dans un contexte qui est posé, des contraintes techniques qui sont là. Et donc là, merci Sébastien pour tes mots sur les espaces France Rénov'. On est là pour voir qu'est-ce qui est adapté à chaque immeuble. On ne peut pas mettre des pompes à chaleur partout. Parfois, on peut mettre du solaire, parfois pas. Enfin, voilà, à chaque fois, on va regarder toutes les solutions techniques dans un contexte qui bouge évidemment beaucoup en ce moment. Oui, Yannick, peut-être une dernière question là pour clôturer cette table ronde, hein, parce qu'on a avancé, et puis on a encore plein de choses à dire. Puisqu'on parlait nouvelles obligations, est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver là, dans les prochains mois qui vont concerner les copropriétaires dont il faudrait qu'on parle aujourd'hui? Je crois les avoir toutes plus ou moins citées. Donc, effectivement, il n'y a rien dans les tuyaux. Il y en a déjà beaucoup. Le DPE collectif, le plan pluriel de travaux qui devra être élaboré dans les prochains mois, enfin prochaines années. L'indécence effectivement progressive des logements F et G, puis également à un autre horizon plus lointain, 2034. Ça fait déjà beaucoup de choses, à vrai dire, pour les copropriétaires. Mais c'est vrai que ça va permettre effectivement d'avancer. Je réagissais un petit peu par rapport aux collègues là, qui évoquaient la question des bâtiments passifs. Le sujet n'est pas si évident. C'est vrai que dans la construction de la réglementation environnementale a nécessité beaucoup de concertation avec les partenaires. Les matériaux utilisés, notamment maintenant, vont désormais être suivis en matière d'empreinte carbone pour la construction et puis pour leur exploitation pendant 50 ans, leur démolition. Il a fallu effectivement tenir compte également du confort du logement, confort d'été aussi. Donc, tous ces points, effectivement, mis bout à bout, nécessitent un équilibre. Et donc, la réglementation environnementale 2020 est quand même une des plus ambitieuses au niveau européen. Voilà, donc je dirais qu'on est parmi les 3 pays des 27 États membres à avoir mis en place une réglementation assez ambitieuse sur le carbone. Donc, voilà. Tout est perfectible, mais c'est déjà quelque chose d'important. Oui, et puis dans la RE 2020, il y a aussi une économie circulaire qui est mise en œuvre aussi. Oui. Bon, il y a une réflexion plus globale. Voilà, mais je sens que vous avez envie de rentrer dans un débat. Mais on est bien d'accord qu'en tout cas, que l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut axer tout aujourd'hui. C'est lancer les plans pluriannuels de travaux, hein, pour résumer. Au plus tôt pour pouvoir après engager les travaux, parce que le processus en copropriété est encore une fois long, et plus on met en œuvre les travaux tôt, moins on va dépenser d'énergie, et puis les économies arriveront tôt également. Peut-être Sébastien, tu voulais… Oui, je voulais juste dire 3 petites choses. Tout d'abord, un chiffre. C'est 2 millions de logements en copropriété qui sont en chauffage collectif gaz. Donc on est face quand même à une montagne. En tout cas de traitement, on va dire, si on doit changer de source d'énergie au niveau du gaz, et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, on est face à un temps long. Et c'est pour ça que je vous ai parlé du fuel, parce que le fuel, on en parle depuis les années 90, qu'il faut mettre fin au fuel. Et là, on est à la dernière ligne droite. Donc, le gaz, c'est pour ça que ça va mettre quand même du temps et qu'il faut respecter, on va dire, les constructions d'origine et de trouver d'autres sources là-dessus. Autre chose que je voulais dire et qui est important, qu'on n'en a pas parlé ce matin, c'est le rôle des syndics, à la fois professionnels et bénévoles. Donc, tout d'abord, pour les professionnels, donc ils sont en train de plus en plus se former sur la thématique de la rénovation énergétique. Et il faut vraiment penser que c'est aussi une des chevilles ouvrières en fait, d'un bon plan de rénovation, parce qu'il faut vraiment une relation de confiance entre les copropriétaires et le syndic pour se lancer dans un véritable grand projet de rénovation globale. Et je trouve, et là c'est un commentaire de ma part, qu'en tout cas il y a une vraie formation qui est mise en place par l'ensemble des syndics et de leurs fédérations pour améliorer, on va dire, le conseil auprès de leurs copropriétaires et, on va dire, de plans d'attaque. La deuxième chose, c'est les syndics bénévoles, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'ils représentent 23 000 syndics bénévoles, donc 23 000 copropriétés, c'est à peu près 500 000 logements. Donc, c'est quand même énorme aussi, les syndics bénévoles. Et qu'il ne faut pas oublier aussi que ce sont des personnes individuelles qui font ça gratuitement et qui ont besoin aussi d'accompagnement via le réseau France Rénov'. Et là, je suis un peu du teasing, j'en profite. Donc, il y a un guide syndic bénévole qui va sortir
en lien avec l'ANIL et CLCV, donc l'Association de consommateurs et d'information du logement, en lien avec l'ANA, pour vraiment expliquer aux syndics bénévoles qu'est-ce qu'il faut faire dans ma copropriété pour vraiment gérer ma copropriété de A à Z, et y compris sur un programme de rénovation énergétique. Voilà, et je m'arrête là. Peut-être que tu veux aussi dire un dernier mot. Voilà, un dernier mot. Alors, Frédéric. Avant de l'oublier, n'oubliez pas une date importante, mardi 12 avril, dans les salons de l'Hôtel de Ville à Paris, on a un grand moment de rencontre sur les sujets de rénovation des immeubles de copropriété. Il y aura une 50aine d'entreprises présentes, un programme de conférences assez riche, et puis c'est l'occasion de rencontrer en présentiel vos conseillers France Rénov. Donc 12 avril, Hôtel de Ville, inscription forum Habiter durable. Allez, oui, pardon. Et simplement, non, juste pour aller dans le sens des deux précédents intervenants, juste un message d'encouragement et de félicitations à tous ces copropriétaires, membres de conseil syndical, tous ces présidents et présidentes de conseil syndical, et aussi tous ces syndics, parce qu'on leur tombe des fois un peu dessus aux syndics, alors qu'il y a des gestionnaires qui sont souvent très investis dans leur métier. C'est des sujets importants qui sont bons pour votre immeuble, qui sont bons pour vos voisins. C'est vraiment des sujets d'intérêt général, en fait. Enfin, c'est vraiment des beaux projets qui sont portés par des gens très motivés. Donc, bravo à toutes ces personnes qui portent ces projets, et on est à vos côtés pour vous aider à avancer et aller au plus efficace. Voilà, on a quand même une petite surprise encore pour vous. Je vous garde encore une minute parce que Benjamin me signale sur un papier, j'ai oublié de faire le quiz. Mais on va le faire ensemble. Donc, on a un petit quiz qu'on a prévu pour vous, voilà, sur lequel c'est projeté. Donc, aussi pour le public qui est à distance. On va avoir un petit pop-up et sur lequel on va répondre. C'est un immeuble est considéré comme étant une passoire thermique lorsqu'on obtient une étiquette. Elle est un peu rapide, mais c'est pas grave. Lorsqu'on obtient une étiquette énergétique, notée G uniquement, notée F ou G, notée E, F ou G. Alors, je crois qu'on a parlé ça. Hein. On devrait savoir répondre. La deuxième question. En 2022, donc ça c'est pour notre public aussi à distance, hein, que vous pouvez répondre. On va vous laisser répondre. En 2022, il sera possible d'augmenter les loyers des passoires thermiques, vrai ou faux? Et la troisième question, les biens possédant une étiquette énergétique F seront interdits de mise en location en 2024, 2028 ou 2034. Voilà. Le sondage est ouvert, Benjamin. Donc voilà, cher public, allez, on vous laisse voter. Je vous laisse 5 secondes, 4, 3, 2, 1 et 0. Donc tout le monde a dû voter, hein, je pense, Benjamin. C'est en train de voter. Allez, on laisse quelques secondes de plus. Comme c'est à distance, on vous a réveillé aussi à distance avec ce quiz. Voilà, et on va vous présenter les résultats. Donc, est-ce que c'est juste pour cette réponse, peut-être Yannick, donc la première question, un immeuble est considéré comme étant une passoire thermique lorsqu'il obtient une étiquette? Voilà, les réponses sont en dessous, ça m'aide pas mal. Donc, pour la question 1, effectivement, une passoire thermique désigne des logements classés F ou G. Pour la question 2, effectivement, à partir d'août 2022, il ne sera plus possible d'augmenter, de réviser le loyer des passoires thermiques. Donc, c'est vrai. Donc là, effectivement, la majorité des répondants a bien raison. Et ensuite, pour la question 3, par contre, là, il semble effectivement qu'il y a une petite erreur du public, puisque les biens possédant une étiquette énergétique F seront interdits de mise en location, mais uniquement en 2028, au titre de la décence. Donc là, oui, les G, c'est en 2025, par contre. Ah oui, donc voilà, donc G en 2025. Et en 2034, voilà. Voilà. Ah voilà, c'est ça, il y avait cette subtilité en fonction des étiquettes. Des classes, effectivement, voilà. La loi du CGE 89 a prévu une progressivité. Donc bon, il faut réviser pour la question 3. Voilà. Bon, en tout cas, on vous remercie. Merci beaucoup, cher public, aussi à distance, d'avoir répondu à cette question. Merci beaucoup, Sébastien, Yannick et Frédéric, pour cette table ronde. C'était un grand plaisir là, de faire une première table ronde en présentiel.